Les responsables présumés impliqués dans l'affaire de l'évasion d'Houssine Arfa restent terrés dans leur silence. Ce ressortissant étranger en fuite a pourtant avoué lundi dernier avoir payé un procureur ainsi que la ministre de la Justice pour pouvoir s'évader. Deuxième jour de la réunion entre les politiciens et la CENI, cette commission a classé les partis politiques en 3 fractions. Une classification qui a surpris les politiciens présents. Et puis enfin, Édouard Philippe a annoncé mercredi l'abandon du projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les responsables présumés impliqués dans l'affaire de l'évasion d'Houssine Arfa restent terrés dans leur silence. Ce ressortissant étranger en fuite a pourtant avoué lundi dernier avoir payé un procureur ainsi que la ministre de la Justice pour pouvoir s'évader. La vérité sur cette affaire reste encore à creuser. Reportage. Des hauts fonctionnaires de l'État ont été cités par Houssine Arfa à la presse française lundi dernier comme ayant accepté un pot de vin pour contribuer à son évasion de prison. Notamment la ministre de la Justice et le procureur en charge de son dossier. Jusqu'à ce jour, ces responsables n'ont fait aucune déclaration face à cette situation. Néanmoins, le Premier ministre s'est exprimé à ce propos. En premier lieu, nous devons tous rester calmes. Bientôt, le procureur de la République va s'exprimer sur cette affaire. Toutefois, il ne faut pas oublier que celui qui a fait cette déclaration est un condamné en cavale. Le syndicat des magistrats de Madagascar n'a pas manqué de réagir à ces nouveaux faits, réclamant la vérité sur cette circonstance qui met à mal l'honneur de la justice malgache. Je pense que les déclarations faites par le sieur Houssine Arfa sont très graves par rapport à la justice malgache et par rapport à l'État malgache également. Parce que ces déclarations qui relèvent de corruption de haut niveau pour lui permettre de s'évader de prison méritent des enquêtes approfondies qu'on mette la lumière à ce qui s'est réellement passé, comment il a pu s'évader au vu, au su de tout le monde, comment est-ce qu'il aurait pu faciliter cette évasion, qui sont les acteurs. On ne peut pas s'évader de la prison de Tiafa sans la complicité de personnes au placé, ça c'est sûr. Le syndicat du personnel des agents pénitentiaires à Madagascar ont également fait une déclaration par rapport à cette affaire au cours de l'après-midi par le biais de son président. Nous déplorons le sort réservé à nos 3 confrères actuellement emprisonnés. Ils n'ont fait qu'exécuter des ordres qui venaient d'en haut. Si ce transfert n'a pas eu lieu, cette évasion n'aurait pas pu se réaliser. Pourquoi ordonner le transfert d'un individu considéré comme dangereux et qui plus est déjà condamné ? Nous, agents pénitentiaires, sommes toujours les boucs émissaires. L'opinion publique s'interroge sur ce que signifie cette déclaration, sur l'identité de celui qui a ordonné le transfert utilisant les agents pénitentiaires comme boucs émissaires, ainsi que sur les raisons du mutisme des responsables concernés. Les hauts fonctionnaires de l'État cités par le fugitif Houssine Arfa ne se sont toujours pas exprimés pour apporter la lumière sur ces accusations. Deuxième jour de la réunion entre les politiciens et la CENI, cette commission a classé les partis politiques en 3 fractions, une classification qui a surpris les politiciens présents. D'autre part, les problèmes soulevés par les politiciens ce jour comme étant un frein à l'inscription à la liste électorale restent du niveau politique. André Arson.
Le classement des politiciens en 3 fractions par la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui, au cours de la rencontre avec des politiciens, a été perçu comme une division des politiciens. La présidente du parti politique Union nationale pour la refondation et la reconstitution de Madagascar a également appuyé sur le fait que la réticence des électeurs à l'inscription à la liste électorale a pour fond un problème d'ordre politique. C'est toujours une question politique parce que le peuple est là des promesses non tenues et finit par être réticent aux inscriptions à la liste électorale. Mis à part les questions d'origine politique, le fait qu'il n'y a aucun représentant de l'opposition au sein de la CENI pose également problème. La CENI n'a toujours pas de membres désignés par l'opposition et ne se soucie pas de signaler cette anomalie au gouvernement. Donc comment peut-on penser que cette commission mettra en place une transparence des élections ? Le parti politique Fanourla, présidé par José Randjianar, soupçonne cette réunion organisée par la CENI de cacher un nouveau calcul politique pour ajourner l'élection présidentielle. Au début de cette réunion, le vice-président de la CENI a parlé de plusieurs problèmes rencontrés dans ce processus électoral. Pourquoi attendre l'année de l'élection présidentielle pour soulever ces problèmes ? Pour nous, c'est simple, nous voulons juste une élection présidentielle cette année. Plus besoin de mettre en place de nouvelles conventions ou autres. Cette rencontre se poursuivra encore demain. La mise en place effective de la prochaine élection présidentielle laisse perplexe, vu que les rencontres entre le chef du gouvernement et les politiciens concernant l'avant-projet de loi sur le code électoral a dernièrement été mises sous silence. Certains soupçonnent que ce problème du faible taux d'inscription à la liste électorale servira au gouvernement de motif pour ajourner la présidentielle qui devrait être faite cette année, vu qu'à plusieurs reprises déjà, ce régime n'a pas hésité à passer outre les promesses qu'il a faites au peuple malagasy. Pour cette année, le plan de travail de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ça se structure sur 5 volets. Il portera notamment sur un suivi des activités et des investigations menées en 2017, ainsi que des actions résultantes des plaintes et doléances reçues. Aujourd'hui, l'ambassade de la Confédération suisse a fait un don à cette commission pour lui manifester son soutien. Gaëtan Andjiaslav. Aujourd'hui, l'ambassade de la Confédération suisse a manifesté son soutien envers la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ou CNIDH, en lui remettant 3 ordinateurs portables afin de l'aider dans l'accomplissement de ses tâches. La remise officielle de ce don a été effectuée ce jour par son Excellence M. Philippe Brandt, ambassadeur de la Confédération suisse au siège de la CNIDH, 6 à 67 hectares. Durant la cérémonie, Mireille Rabenour, présidente de la CNIDH, a fait part du défi qu'elle aura à relever au cours de cette année, des objectifs qui tiennent en 5 volets. En premier lieu, le suivi des activités et investigations menées en 2017, à l'exemple de l'affaire Antsakabar, pour un suivi des procédures judiciaires entamées, délaissées 7 mois après le transfert des dossiers du tribunal de Mandsaur au profit du tribunal de première instance d'Antananarive et 1 an après les faits, ainsi que les plaintes des victimes laissées lettres mortes. Le suivi de l'affaire Ralev à Vuilava-Mananzar, ainsi que la protection des lanceurs d'alerte tels que Clovis Razaf Malal, l'association des habitants de Swamaman, et la sœur Nouéline, qui ont comme point commun d'avoir été persécutés pour la dénonciation des méfaits des dirigeants, font également partie du programme de cette commission. Le suivi des activités liées aux plaintes et doléances enregistrées fait également partie de leur plan d'action. Il s'agit notamment d'agir contre les actes de corruption et de trafic d'influence dans les services publics, de porter assistance aux personnes vulnérables dont les droits sont bafoués ou négligés pendant les affaires judiciaires et de veiller en faveur d'un processus de paix pendant les élections. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme organisera également des formations pour les journalistes en faveur de la lutte contre les actes de vindicte populaire ainsi que des formations relatives aux droits catégoriels.
Et pour finir, cette commission prévoit d'étudier la promotion de la réduction de la détention préventive et des questions liées aux accidents de la route, grave atteinte au droit à la vie. À Madagascar, les femmes sont les principales victimes des traites des personnes, une exploitation favorisée par la pauvreté d'après la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. En ce qui concerne la situation de la Grande Île, des efforts conséquents sont encore à faire en matière de protection des droits de l'homme. Muramanch. De nombreuses femmes malagasy, notamment celles qui travaillent à l'étranger par le biais de l'entremise d'une agence de placement illégale, sont victimes de traite de personnes. Si ces exploitations continuent, un aboutissement sur l'esclavage est à craindre. Et pourtant, l'application de la loi envers ceux qui s'adonnent à ce type de crime contre l'humanité fait défaut. À cause de la pauvreté, beaucoup sont attirés par le fait de travailler à l'étranger. Cependant, si les lois étaient correctement appliquées, dès leur sortie, les anomalies seraient directement notées. Des responsables au niveau du gouvernement sont impliqués puisque ces personnes ne pourraient pas sortir du pays sans que leur sortie ne soit validée. Pour les responsables œuvrant dans la protection des droits de l'homme, la pauvreté est le principal facteur favorisant la traite des personnes à Madagascar et les femmes en sont les principales victimes. La pauvreté complique la situation surtout pour les femmes célibataires avec un ou plusieurs enfants à charge. Il est donc plus facile pour des agences de placement de duper ces femmes en leur promettant un salaire important. Cette situation est encore loin d'être maîtrisée à Madagascar, malgré les campagnes de lutte engagées par diverses organisations. Des efforts conséquents sont encore à faire pour mettre un frein aux traites des personnes sur la Grande Île. Il faut un effort considérable au niveau de la surveillance des diverses agences de placement illégales ainsi qu'au niveau de l'application de la loi. Dans le reste de l'actualité, la révision du calendrier scolaire prévu pour 2022 sera la solution à long terme pour prévenir les décalages incessants dans le programme scolaire d'après le ministère de l'Éducation nationale. Les dernières dates annoncées pour les examens en vue de l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires, du brevet d'études du premier cycle, du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles primaires et du certificat d'aptitude pédagogique dans les écoles primaires ne seront plus modifiés. Toutefois, les surplus de frais de scolarité à payer pour les élèves en classe d'examen au niveau des écoles privées à cause de ces 2 semaines de décalage posent problème. Passons maintenant à l'actualité internationale. Édouard Philippe a annoncé mercredi l'abandon du projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Le Premier ministre donne jusqu'au printemps aux occupants illégaux pour évacuer de même les lieux. France 24. Un balai aérien qui va s'intensifier au-dessus de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Avec l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, cette piste sud sera rallongée pour accueillir le trafic supplémentaire. Pour cette association de riverains, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Là, on est en bout de piste, on la voit très très bien. Et puis donc le prolongement de la piste qui va venir jusque de l'autre côté là. Ce sont eux qui paieront un lourd tribut sonore. Au jour d'aujourd'hui, on est survolé dans le bourg de Saint-Aignan-de-Grelieu à 150 mètres d'altitude. S'il y a prolongement de piste, on serait plus qu'à 100 mètres. Donc pour vous dire, les nuisances sonores au quotidien, ça deviendrait insupportable. Et donc ça veut dire c'est la mort programmée de Saint-Aignan-Grelieu. À Saint-Aignan-Grelieu, les avions rythment déjà la vie des habitants. Mais avec l'agrandissement de l'aéroport, ils seront en plein milieu de la zone de bruit estimée. Le rapport des médiateurs du gouvernement prévoit des nuisances significatives pour 3 500 à 6 000 riverains et une gêne modérée pour 67 000 riverains. Dans ce quartier résidentiel, certains habitants excédés n'espéraient qu'une chose. Que l'aéroport s'en va. Il y a eu ce trafic-là en 1976 quand on a acheté cette maison. On ne l'aurait pas acheté. Ce couple vit à 200 mètres de l'actuelle piste. Non, c'est plus la peine, c'est invivable. Pour s'en rendre compte, il suffit de tendre l'oreille. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Là, c'est un petit avion. L'hiver encore, on est à l'intérieur de la maison, ça va, mais l'été, on peut pas aller sur la terrasse, quoi.
La terrasse, puis l'été, c'est les vacances. Toute période de vacances, les avions décollent tout le monde tous les 10 minutes. Là, il m'embête pas du tout, mais s'il se rallonge, si en fait il s'agrandit, ça va pas du tout aller, parce qu'on va être obligé de partir. D'autres habitations seront menacées selon le maire de la ville. Il nous emmène sur une exploitation dans un hameau proche de l'actuelle piste. Il y aurait donc destruction d'une bonne partie de l'exploitation, au même titre que les hameaux qui sont très proches de la piste de part et d'autre. Dans leur rapport, les médiateurs rappellent que les futurs travaux de l'aéroport vont diminuer le bruit des avions à l'atterrissage et au décollage, insuffisant pour les riverains. Et puis enfin, le déplacement du pape au Chili du 15 au 18 janvier est assez mouvementé. La visite du pape François représente toutefois un espoir pour les Mapuches. Reportage de France 24. Ce n'est pas la première fois qu'un pape vient en Araucanie. Jean-Paul II s'était déplacé sur la terre ancestrale des Mapuches il y a 30 ans, mais depuis, très peu de choses ont changé. À chaque fois qu'on amène un pape, on nous dit qu'il va apporter la paix, mais c'est un mensonge. Ce n'est que si le gouvernement fait quelque chose pour cette région qu'il y aura la paix ici. Pas parce qu'un homme vient et dit qu'il amène la paix. Les Mapuches représentent 7% des 17 millions de Chiliens. Ils ont survécu à l'Empire Inca, aux conquistadors, puis à la dictature chilienne. Et depuis des décennies, ils se battent pour récupérer leurs terres. Nous voulons que les autorités reconnaissent les atrocités qui ont été commises contre le peuple mapuche, d'abord par les Espagnols, puis par l'État chilien. Les Mapuches ont été dépossédés de leurs terres, de leurs richesses et de leur espace territorial. Beaucoup de violences sont à déplorer dans la région. Une trentaine d'églises ont été incendiées ces dernières années. Des policiers et des agriculteurs sont morts. Pourtant, certains veulent voir dans la venue de François un signe d'espoir. J'espère qu'il va être un bon médiateur entre les différentes populations, parce que comme vous pouvez voir, nous sommes stigmatisés comme des gens violents et agressifs. On nous provoque, mais sinon, nous ne sommes pas comme ça. En arrivant au Chili, le pape a appelé à respecter les droits des indigènes. Sa visite met en lumière l'une des plus anciennes luttes du continent sud-américain. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Les responsables présumés impliqués dans l'affaire de l'évasion d'Houssine Arfa restent terrés dans leur silence. Ce ressortissant étranger en fuite a pourtant avoué lundi dernier avoir payé un procureur ainsi que la ministre de la Justice pour pouvoir s'évader. Et puis, deuxième jour de la réunion entre les politiciens et la CENI, cette commission a classé les partis politiques en 3 fractions, une classification qui a surpris les politiciens présents. Et puis enfin, Édouard Philippe a annoncé mercredi l'abandon du projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.